Bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One, l'émission du modélisme radiocommandé. Nous avons essayé ce mois deux petits quadris, le Blade 180QX pour de la prise de vue indoor et le plus petit quadrirotor du monde, le NanoQuad de chez Revell. Également à l'essai, un nouvel avion de chez Multiplex, le Pilatus PC6 et la BMW M3 RTR 4 roues motrices de chez FG pour ceux qui voudraient pratiquer en loisir le 5e piste. Enfin, nous vous proposons un sujet sur le 12e électrique et la Formule 1 au 1/10e. Si la première discipline est actuellement en perte de vitesse, la seconde fait un retour en force après quelques années d'oubli. C'est dans une ambiance tropicale que nous avons essayé ce mois deux quadris distribués depuis peu en France, le NanoQuad et le 180QX HD de chez Blade. Le NanoQuad est un micro-quadri de moins de 12 grammes et qui mesure à peine 5 cm de côté. Vendu sous la marque Upsan ou Revell, le modèle de notre essai, c'est aujourd'hui le plus petit quadrirotor RC du monde. Le NanoQuad est livré dans une toute petite boîte avec son câble de charge, des hélices de rechange et une radiocommande qui est aussi microscopique que le quadri. La carte mère fait office de châssis et la batterie est protégée par un petit capot de couleur noir ou blanc. Il faut moins d'un quart d'heure pour recharger l'accu sur un port USB et l'autonomie en vol peut atteindre une dizaine de minutes. La procédure de mise en œuvre est simplissime, il suffit d'allumer la radio, puis le nano. L'initialisation est instantanée et signalée par l'allumage des LED bleus à l'avant et rouges à l'arrière. Pour décoller, on pousse franchement le manche des gaz et une fois en l'air, on peut facilement commencer à maîtriser cet insecte qui est très stable et qui ne demande que peu de corrections au trim. Malgré l'aspect jouet de la radio, le NanoQuad n'est pas destiné aux jeunes enfants. Il est cependant possible de s'initier au pilotage de quadrilles avec cette machine, à condition de voler dans un espace suffisamment dégagé. Le NanoQuad est vraiment un produit génial, la stabilité exemplaire et sa taille permet toutes les excentricités dans les pièces de la maison. Pour moins de 40 €, n'hésitez plus une seconde, le plaisir est garanti, tout comme l'effet qu'il fera sur vos amis ou collègues de boulot. Si à côté du NanoQuad, le Blade 180QX HD fait figure de géant, il n'en est pas moins petit. Il ne mesure que 30 cm de côté et pèse moins de 100 grammes. Ce modèle n'est pas révolutionnaire en soi, mais intéressant parce qu'il est livré avec une petite caméra que l'on peut déclencher via l'émetteur, et ce, pour un prix inférieur à 200 € dans sa version prête à voler. Si vous êtes déjà équipé d'une radio Spectrum, vous pourrez préférer la version prête à binder, moins chère, d'environ 50 €. La résolution de la caméra HD est de 720p, elle dispose d'1,3 million de pixels. La qualité des prises de vue est bonne, mais il faudra visualiser ces films dans une petite fenêtre ou sur l'écran d'un smartphone. Pour pouvoir prendre une photo ou lancer l'enregistrement d'une vidéo via l'émetteur, il faut brancher un câble fourni entre la platine et la caméra. Les données sont enregistrées sur une carte de type micro SD qui est aussi fournie dans la boîte. Au niveau du vol, il n'y a rien à redire et le 180QX est très stable, comme c'est le cas pour beaucoup de quadris de ce type. Ce quadrirotor se distingue tout de même par ses capacités de vol débridées. En basculant en mode agility, le 180QX devient très nerveux et peut ainsi voltiger. Censé ignorer la loi et nous vous rappelons qu'il est interdit de faire voler un quadri équipé d'un appareil de prise de vue en extérieur, sans autorisation et sans agrément. Sachez que cette loi s'applique aussi pour voler dans son propre jardin. Heureusement, le 180QX est aussi à l'aise en intérieur qu'en extérieur et vous pourrez donc toujours voler légalement.
l'arrivée des beaux jours, nous avons eu envie ce mois de ranger pour quelques mois nos Mini Z et de goûter au grand modèle avec l'essai de la Sportline FG 4 roues motrices à l'échelle 1/5. Ce modèle n'est pas vraiment nouveau, mais il vous donnera peut-être envie de goûter à cette échelle, belle et simple d'utilisation. FG propose dans sa gamme plusieurs carrosseries Audi A4, Mercedes classe CDTM, BM et aussi Mini et Porsche sur des empattements plus courts. Esthétiquement, la carrosserie de la BM M3 de notre essai est une réussite, une vraie merveille. La carrosserie est livrée peinte, les autocollants sont posés et la finition se limite à l'installation de l'aileron. Il faudra aussi se résoudre à faire quelques découpes sur les vitres pour refroidir le moteur. Ce modèle prêt à rouler est équipé d'un très bon ensemble radio avec des cerveaux e-tech dont le 805 MG et son couple de 25 kg pour la direction. L'émetteur de Giga 4 programmable est un Robitronic de très bonne qualité. Seule la cuve de réception, un NiMH de 2000 mAh, pourrait être remplacé par un modèle de plus grande capacité. Sous la carrosserie, on découvre un châssis classique de chez FG qui est traversé par un tunnel discret qui abrite la courroie de transmission. Chaque roue avant possède un frein à disque ventilé et actionné par câble. Un seul disque est utilisé sur le train arrière. Ce système assure un freinage efficace et très bien équilibré. La suspension est elle aussi sans reproche et confiée à des amortisseurs réglables en alu de très bonne facture. Enfin, nous avons apprécié le réservoir à ouverture rapide, très pratique. Le moteur est un classique Xenoa de 26 cm3, un vrai moteur de débroussailleuse, résistant et très simple à régler. Le rodage se fait avec un mélange composé d'essence sans plomb et de 3% d'huile de synthèse, le même mélange que l'on utilisera par la suite. Durant les 2 premiers pleins, il faut éviter de trop monter dans les tours et les longues lignes droites gaz à fond. Il est aussi conseillé de s'arrêter régulièrement pour permettre au moteur de refroidir. Au fur et à mesure des réservoirs, on pourra commencer à refermer les 2 vis de richesse et de reprise pour arriver aux préconisations du constructeur. La transmission intégrale assure une excellente motricité et une très bonne adhérence dans les grandes courbes. Si la propulsion, qui est la transmission la plus fréquente en 5e, permet d'obtenir un comportement très réaliste des voitures, nous avons beaucoup aimé la transmission à 4 roues motrices de notre M3 qui permet de drifter et de rattraper facilement un départ en glisse. Le seul petit reproche que l'on pourrait faire, c'est que le train avant manque de mordant et la voiture a souvent tendance à sous-virer. L'ensemble moteur-résonateur est parfait, tout comme le choix des duretés des pneus PMT. Ce modèle compile toute l'expérience de FG en 5e. La Sportline RTR 4 roues motrices est un produit très abouti. S'il faut débourser près de 1 200 € pour s'offrir un tel modèle, le coût d'utilisation est lui très faible. On roule dans un espace suffisamment dégagé, on ne casse jamais et le prix du mélange sans plomb huile de synthèse est très économique. La seule contrainte, si l'on n'habite pas à proximité d'un circuit, est peut-être de trouver un grand terrain de jeu où les nuisances sonores ne sont pas un problème pour le voisinage. La piste 1/12e électrique est une discipline très ancienne et l'une des plus rapides. Nous avions envie depuis longtemps de vous présenter cette catégorie spectaculaire et nous avons choisi pour le faire une manche du championnat de France à Montbrison dans la Loire. Malheureusement, le 12e est en perte de vitesse et peu de pilotes étaient présents.
Nous avons essayé de connaître le mal dont est victime la discipline et Michel Viala, trésorier à la Fédération française de voitures RC, nous donne son explication. Eh bien, c'est vrai que la catégorie est un petit peu en retrait. On avait connu une pointe lorsque nous avions organisé le championnat d'Europe ici même, à Montbrison. Et puis depuis, ça a un petit peu décliné. C'est vrai que la difficulté de cette discipline, eh bien, c'est de trouver soit des clubs qui ont une salle en permanence, soit des clubs qui peuvent avoir quand même une salle d'une manière occasionnelle, mais ça nécessite quand même une grosse logistique. Comme là, par exemple, pour préparer cette manche, eh bien, il nous a fallu pratiquement une journée pour mettre la moquette en place, le balisage et tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile à des clubs de s'investir. Mais évidemment, c'est un petit peu le cercle vicieux. Moins il y aura de pilotes, moins on aura de clubs pour organiser des courses, et moins on aura de clubs, moins on aura de pilotes. Historiquement, c'est une des premières catégories, puisqu'elle a été créée tout de suite après le huitième thermique, justement pour permettre aux pilotes de s'entraîner pendant la mauvaise saison, puisque ça se déroule en salle, donc il n'y a pas de problème de conditions climatiques. Et c'est tous ceux qui ont fait du 12e vous le diront, c'est vraiment une des meilleures catégories, je dirais, au niveau des doigts et tout. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça serait dommage que ça s'arrête. Philippe, top pilote en 1/12e depuis de nombreuses années, nous présente maintenant la catégorie et nous parle du bonheur que procure son pilotage. La particularité primaire, c'est la vitesse. C'est une voiture qui est conçue autour de la recherche de la performance pure. Donc c'est un châssis qui est très léger, qui pèse 740 grammes, même 730 grammes le poids autorisé. Donc en général, on tourne à 740 grammes. Et avec des pneus mousse qui sont traités, ramollis par un produit spécifique qui va donner un maximum de grip sur une largeur la plus importante possible pour pouvoir passer la puissance. Donc c'est un véhicule qui passe très vite en virage. En fait, c'est le véhicule qui passe le plus vite en virage dans tout ce qui existe dans le modélisme. Et même par rapport à l'échelle 1, puisque proportionnellement, ça passe beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Ce sont des carrosseries type prototype qu'on retrouve dans les courses du Mans et autres courses prototypes. Et donc toujours pareil, avec un maximum d'appui, c'est une sorte de barquette qui va chercher un maximum d'appui, créer un appui supérieur et une dépression inférieure pour un maximum d'accroche. Alors, il s'agit d'un châssis très épuré, très simple en fait au niveau de la suspension. On a l'amortisseur central qui va pomper les mouvements lors de la motricité, et on a aussi les petits dampers latéraux qui vont donner la vitesse de réaction du châssis. Voilà. Donc c'est très simpliste, c'est très facile à entretenir, ça se salit peu en plus. À l'avant, on a un train avant suspendu aussi avec 1 ou 2 mm de débattement, pas bien plus, avec des ressorts, des tout petits ressorts qui sont de plusieurs duretés, donc on va bien sûr choisir en fonction de ce qu'on veut. On peut régler toute la géométrie malgré le châssis qui est assez simple. On peut régler tout ce qui est géométrie, que ce soit chasse, carrossage, pincement, ouverture, effet Ackermann. Bien sûr, tout ça est à prendre en compte et pris en compte par les constructeurs qui vont faire en sorte que ce soit assez simple et assez accessible pour faire les premières compétitions jusqu'au top level, quoi. Comme toutes les catégories électriques, le 12e a été révolutionné par les motorisations brushless et les accus LiPo, mais la dernière évolution en date concerne les châssis. Les dernières évolutions, c'est surtout la répartition des masses au niveau du châssis. On a diminué l'inertie polaire pour avoir un changement d'appui beaucoup plus rapide. Et donc c'est beaucoup plus centré et beaucoup plus en long. Il y a quelques années auparavant, on est passé en propulsion, en batterie pour la propulsion, en batterie système LiPo, lithium polymère, donc qui remplace le NiMH.
donc qui donne un peu plus de performance en autonomie et surtout un gain de poids énorme pour la catégorie. À l'occasion de cette manche du championnat de France, une amicale 1/10 touring de F1 a été organisée. Si le 12e est en perte de vitesse, la Formule 1 au 1/10 semble faire son retour en force, comme nous l'avions évoqué il y a quelques mois à l'occasion de l'essai de la F104 Tamiya. Alors la Formule 1, c'est une catégorie qui avait existé dans le temps, avant le touring. À l'époque, il y avait Formule 1 et Groupe C. Et puis le touring est arrivé, et le touring c'est une très belle catégorie aussi, mais c'est un petit peu malheureux que dès que le touring est arrivé, ça a vraiment arrêté le groupe C et la Formule 1. Et là, il y a quand même des passionnés qui se disent mais la Formule 1, finalement, pourquoi pas y revenir ? Les constructeurs aussi, parce qu'on dépend aussi quand même des fabricants. Hein. S'il n'y a pas de châssis, on peut toujours fabriquer son châssis, mais enfin c'est un petit peu plus difficile. Donc les fabricants se sont remis à sortir des châssis. Et pour l'instant, on n'en est qu'à faire des amicales. Mais pourquoi pas, s'il y a suffisamment de demandes, refaire un championnat de France en Formule 1. Pour Sébastien Félix, dernier champion de France en titre en 1990, le regain d'intérêt pour la catégorie s'explique aussi par le réalisme des voitures. Le regain de cette catégorie aujourd'hui est peut-être lié peut-être à la médiatisation de la Formule 1 échelle 1, peut-être, et puis certainement d'un renouveau de génération qui aujourd'hui sont des pilotes beaucoup plus jeunes, qui apprécient cette catégorie, cette échelle et le visuel qu'a les voitures, parce que c'est très joli, très réaliste à voir rouler. Le réalisme des F1 RC ne se limite pas à l'aspect esthétique, le pilotage l'est en effet tout autant. Le pilotage est très plaisant puisqu'on se rapproche d'une Formule 1 à l'échelle 1, c'est une 2 roues motrices, donc propulsion. Donc on va retrouver une voiture qui va être presque survireuse et qui va permettre d'avoir des comportements qui vont être très efficaces de la voiture, qui va la rendre directive. Donc c'est pour ça que cette catégorie, je l'apprécie aussi pour son visuel, à voir rouler en tant que pilote. Quand on est présent sur le podium, c'est vraiment joli. Bien que la F1 RC soit très accessible, de nombreux réglages sont possibles pour améliorer ses performances. Carrossage, chasse et suspension, avec des ressorts latéraux, avant et central. Le choix du pneumatique est aussi primordial en termes de dureté ou de matière, caoutchouc ou mousse, cette dernière étant très efficace de par sa texture sur les pistes indoor en moquette. Malgré quelques années d'absence de compétition, Sébastien Félix est toujours à l'aise en F1. C'est lui qui remporte cette manche amicale. Raphaël Lie et Frédéric Fouillon complètent le podium. En 1/12e, Alex Laurent a fait le doublé en remportant les 2 catégories devant Jean et Pierre Delorme en stock, Philippe Viala et Julien Host en modifié. Nous espérons que de nouveaux pilotes viendront participer à ce championnat la saison prochaine. Les pilotes de Mini Z, aujourd'hui très nombreux, pourraient peut-être s'enthousiasmer pour cette discipline dont le pilotage est assez similaire et complémentaire. Après le Tucan et l'Extra 300, Multiplex confirme cette année sa volonté de fabriquer des semi-maquettes. Nous avons essayé ce mois le Pilatus PC6 présenté récemment au salon de Nuremberg. Le modèle grandeur, surnommé la Jeep Desert, est un avion utilitaire qui peut décoller et atterrir sur des pistes très courtes.
Cet avion, très utilisé aujourd'hui pour le largage des parachutistes, a aussi la capacité de pouvoir monter ou descendre à des taux très élevés. Toutes ces particularités, nous les retrouvons sur ce modèle réduit, en mousse, dont la reproduction est parfaite. Que l'on aime ou non, tous les éléments qui font la particularité de cet avion sont bien présents. La dérive découpée à la hache, la roulette de queue, les ouïes du moteur ou encore le train d'atterrissage amorti. En version RR, le Pilatus est un ready to fly équipé de 6 cerveaux et d'une puissante motorisation brushless. Il ne manque dans la boîte qu'un récepteur et un accu, 3S d'environ 2000 mAh pour une autonomie d'une dizaine de minutes. Le montage est très rapide, un quart d'heure suffit pour fixer les ailes sur leur clé, emboîter, puis visser le plan horizontal et fixer le train d'atterrissage. 4 cerveaux sont installés dans les ailes pour actionner les ailerons et les volets. Si vous utilisez une radio de moyenne gamme, il faudra prévoir un câble en Y pour relier les volets et un inverseur de cerveau pour leur permettre de bouger dans la même direction. Maudit par la météo, nous avons encore confié les manches à Cyril Billard, notre pilote d'essai, un jour où la manche à air était à l'horizontale. Heureusement, qui peut le Pilatus peut le moins, et c'est ce que nous a démontré cet avion qui a séduit Cyril, tant sur l'aspect esthétique que par ses caractéristiques de vol. Ah bah il est super joli, un petit Pilatus comme ça, même s'il est en mousse, il rend super bien avec le train amorti en plus, ça donne une petite touche de réalisme. On retrouve bien les lignes du PC6, un peu coupées à la hache, mais c'est les vraies lignes du PC6. Encore des conditions assez difficiles pour essayer un petit avion de cette envergure avec du vent qui souffle assez fort. Et il s'en est très bien sorti, encore une fois, un avion tout de suite on sent qu'il est très gentil. Absolument pas vicieux, il vole vraiment bien. Bon, c'est sûr que j'ai pas pu tout essayer parce que les conditions étaient un peu trop compliquées pour ça, mais il vole, on peut faire des vols à plat et en voltige. Bon, c'est pas normalement en grandeur prévu pour, mais le PC6 là, celui-ci en voltige, il est vraiment joueur. On peut faire pas mal de choses avec. Ça nécessiterait encore un peu des réglages et des mixages parce que bon voilà, c'est pas non plus un avion destiné pour, mais en s'y attardant un peu dessus, je pense qu'on peut s'amuser un peu. Ouais. La perfection n'est pas de ce monde et nous avons tout de même relevé un défaut malgré la présence d'une trappe arrière. Pour accéder au cerveau de l'empennage et une trappe avant, l'accessibilité n'est pas le point fort de cet avion. L'installation de l'accu et du récepteur plein à craquer n'est pas évidente, mais qu'importe, la beauté de cet avion vaut bien quelques manipulations. Le Pilatus PC6 de multiplex est disponible en rouge ou en bleu et la version RR de notre essai est vendue un peu plus de 200 €. Pour conclure cet essai, nous avons demandé à Cyril de bien vouloir noter cet avion. Enthousiaste, notre prof du jour a même décerné une mention bien à ce Pilatus de chez Multiplex et on approuve. Alors pour l'esthétisme, on va mettre une note sur 20, je vais mettre un 17. Bon, parce que c'est un peu de la mousse, donc forcément, voilà, ça mérite un 17 quand même parce qu'il est bien fait. Les qualités de vol, alors malgré les conditions aujourd'hui, je pense que sans vent, je dirais franchement un 19 parce que ça vole vraiment super bien. On peut vraiment s'amuser avec. Et puis pour le rapport qualité-prix, pour le contenu qu'il y a dans la boîte, par rapport à tout ce qui est déjà préparé, monté, là c'est aussi une très bonne note, je mettrai un 17.